Bonsoir, bienvenue au think tank Liberté et Prospective. Nous allons présenter notre thème de l'année 2022-2023 sur les grands enjeux contemporains de la République. La présentation sera animée par le président du comité stratégique, Guylain Chevrier, à qui je cède la parole. Encore une fois, bienvenue à Liberté et Prospective. Vous pouvez aller sur le site internet liberté-et-prospective.org. Merci, Lina, pour ta participation. Bonjour à tous. Cette période qui a été marquée, donc, les problèmes sanitaires qui ont nécessité pour le think tank de se replier sur une activité en visioconférence, donc changer un petit peu la donne, puisqu'on avait pour beaucoup organisé donc les années précédentes des conférences, et donc des manifestations publiques qui donc étaient porteuses. Donc évidemment, un autre contexte que le présentiel auquel on est en train donc de revenir, bien heureusement, et ce qui on a eu la volonté de présenter un programme cette année, et donc dès à présent, pour fixer un petit peu la perspective. Et donc, ce thème nous avons choisi, les enjeux contemporains de la République, alors qui peuvent se décliner avec beaucoup de titres et de sous-titres, mais donc un certain nombre d'événements qui sont prévus et qui doivent permettre de vous donner un peu voilà, sa matière de l'incarner. Alors, tout d'abord, quelques mots juste sur un peu le cadrage de cette thématique, mais d'abord pour rappeler que le think tank, sa volonté, c'est bien sûr d'essayer d'étayer les idées. Nous sommes dans une société, on le sait que ce sont on dit que les idées conduisent le monde, mais en tout cas on agit comme on pense. Donc la question des idées, la bataille des idées, c'est vraiment de première importance. Donc, la vocation du think tank, c'est de confronter les idées, voilà, de montrer un certain nombre de contradictions à partir desquelles on peut réfléchir sur des grandes thématiques et essayer justement donc de faire des propositions et pas simplement d'être sur des bilans, d'avoir une démarche critique, mais de produire donc bien de la réflexion, mais aussi de la matière première, au sens où, donc à un moment donné, aussi de produire des choses qui sont publiables et qui relèvent de travaux, d'où l'intérêt aussi d'avoir un conseil scientifique qui donne effectivement une certaine légitimité aussi donc à ce travail qui est mené et donc depuis déjà quelques années. Donc, je ne développerai pas plus, en tout cas, sur le thème, simplement de dire qu'il y a un certain nombre de conférences qui sont prévues cette année et qui vont donc rythmer l'activité du think tank. Donc, sur ce thème qui se décline en un certain nombre d'interventions ce soir, relativement donc à ces conférences qui sont prévues, puisque ces enjeux contemporains de la République sont au cœur de l'actualité. Et donc, que ce soit sur la question de l'école, sur laquelle on va venir donc assez vite avec notre ami Bénédicte de Fautrier, donc ces enjeux contemporains de l'école de la République, mais bien évidemment aussi donc un thème qui est donc celui qui est relatif donc eh bien à la laïcité face par exemple à la fragmentation sociale identitaire, encore la question de l'école entre transmettre et convaincre, donc comment ça peut représenter un défi pour la République, j'y reviendrai un petit peu après. Et puis donc aussi donc la question environnementale qui est aussi au cœur de ces enjeux et donc qui donnera lieu à une conférence qui donc en plus sera présentée ensuite donc par notre ami donc Jean-Michel Isakidis. Donc je cède la parole en tout cas alors donc peut-être Jean-Michel, peut-être en premier, puisque dans avant d'entrer, c'est lui qui apparaît, et donc pour qu'il nous présente le
en tout cas les éléments un peu premiers de sa conférence. Merci. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Merci Guylain de me céder la parole. Effectivement, ces sujets environnementaux à l'aune des événements internationaux que tout le monde connaît dans le nord de l'Europe prennent une tournure, une coloration qui est tout à fait singulière, je dirais, en regard d'un ensemble de priorités dont on entendait parler ces dernières années. Je fais référence, par exemple, à la nécessité des isolements, de l'isolation thermique des logements. Je fais référence à à toute mobilité douce. Je ne vais pas toutes les lister, mais ce genre de sujet, aujourd'hui, se retrouve supplanté, dépassé par des impératifs, des urgences que pose en fait le contexte international que vous connaissez, sur lequel je ne reviens pas, renvoyant à d'autres thèmes beaucoup plus brûlants, liés à la fois comment dire, un chamboulement de ses priorités liées aux consommations énergétiques, évidemment. Je ne m'attarde pas plus, je ne vais pas déflorer tous les sujets ici, ce n'est pas l'objet. Mais constatant aussi que d'autres thèmes, comme par exemple la biodiversité, et dont on avait beaucoup parlé, notamment au moment du Covid, relatant que probablement on constatait l'émergence d'un certain nombre de virus dans des écosystèmes animaliers liés à une perte de biodiversité. Eh bien, ces sujets-là partent au deuxième plan, se positionnent en priorité 2. Donc, il y a là, en fait, l'impératif de l'actualité qui impose de reconsidérer à court terme tout ce qui touche au sujet phare, entendu, celui qui a trait aux enjeux contemporains de la République. Alors, effectivement, on pourrait se dire, mais tout ça n'a qu'un aspect tactique, puisque ce ne serait qu'en réaction d'événements géopolitiques à court terme. Alors oui, la raison est oui, mais peut-on parler de République sans tenir compte de la population, sans tenir compte de nos concitoyens, renvoyant à demain ou après-demain des sujets pour lesquels ils ne sont pas sensibles, pas sensibles au sens où d'autres sujets auxquels ils sont plus sensibles, comme je l'ai dit, je le répète, devant la scène et renvoient un peu en arrière-plan les autres. Donc, à court terme, moyennant effectivement de constater des changements radicaux, des éléments extérieurs qui s'imposent à nous, aussi sur ces thèmes environnementaux, eh bien, l'enjeu des politiques environnementales, l'enjeu des sujets liés à tous ces aspects, en regard des enjeux contemporains de notre République, vont se situer vraisemblablement, et en tous les cas, c'est l'orientation que j'essaierai de lui donner, dans ce contexte-là d'urgence qui est tout à fait nouveau, singulier, pour les raisons que j'évoquais. Alors, quelques mots, et puis on pourra en parler un petit peu plus au cours de développement, si vous le souhaitez. Je rappelle que ta conférence aura lieu dans la salle le 13 octobre à 19h. Le sujet, c'est la désétatisation de la politique environnementale pour une démocratie innovante. Tu remets en Absolument. cause Et en avant-première, j'inviterai probablement, j'ai déjà lancé les invitations, un responsable syndical d'une organisation syndicale majeure. Alors, soit cette personne-là qui a un rang élevé dans son organisation, ou bien une des personnes déléguées de ce syndicat pour venir nous entretenir de ces choses-là. Les syndicats constituent ce corps intermédiaire tant décrié ces dernières années, dont on a beaucoup entendu parler en creux. Ils ont une valeur ajoutée quant au retour qu'ils peuvent faire du fait qu'ils sont en contact, je dirais, avec les deux extrémités du manche, celui du pouvoir et celui des administrés. Donc, ça m'a semblé une bonne idée, je vous en reparlerai, et donc rendez-vous le 13 octobre. Merci. Nissaf,
si tu veux bien intervenir, NISAF nous propose une conférence je vais rappeler le 26 octobre, mais ça sera en visio le 26 octobre 2022 à 19h sur un sujet très moderne, mais qui révolutionne aussi la société et la démocratie, les métavers, l'école et la République. Si tu veux te présenter en 2 secondes, Nissa. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. On va donner la parole le temps que tu te reconnectes, on va peut-être donner la parole au thème suivant, Bénédicte de Foltrier, qui traitera donc le 22 novembre dans la salle les enjeux contemporains de l'école de la République. Donc, j'ai des propositions à vous faire en ce qui concerne le secteur à l'école. Ici, c'est là. Voilà. Voilà. Donc, par rapport au créneau qui m'est accordé au mois de novembre, je vous propose la conférence suivante, Les séparatismes à l'école, par Alain Sexig, qui est le secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité. Et j'ai d'autres propositions à faire et nous verrons peut-être pour les dates un petit peu plus avancées dans l'année. Claude Roiron, qui est le haut fonctionnaire chargé de l'égalité filles-garçons auprès du ministre, pose le thème suivant, l'égalité filles-garçons à l'école. Le ministre, on pourrait réfléchir également sur les propositions, sur les directions que le ministre lui impose, et notamment d'introduire plus de sexualité dans les contenus pédagogiques. Et c'est un thème qui pourrait nous faire réfléchir notamment. Et vous savez qu'il y a aussi en France une prolifération des actes d'excision. Je l'ai appris hier et c'est vraiment catastrophique parce que ça arrive très vite. Et donc, quand j'ai parlé d'un problème, que c'était lié à un problème ethnique, on m'a dit que ce n'était plus attaché à un problème ethnique, mais que c'était maintenant récupéré par du religieux. Donc, c'est un sujet qu'on pourrait aussi aborder. J'ai un autre conférencier qui s'appelle Yanis Roder, qui vient d'ailleurs d'écrire un livre qui a beaucoup de succès en librairie. Il est sorti la semaine dernière. Il est le secrétaire général adjoint du Conseil des sages de la laïcité et il propose le titre de son livre « La jeunesse, l'école et la République ». Et il parle notamment il est professeur agrégé d'histoire en Seine-Saint-Denis. Et évidemment, il a été très sensible à l'événement qui a touché Samuel Paty et il analyse également cette situation par rapport à son métier. Nous avons également un autre conférencier qui est prêt à nous parler de son thème, c'est Olivier Galland, et qui est spécialiste de la jeunesse, directeur du CNRS, et qui fait partie également des sages du Conseil de la laïcité. Il a déjà écrit La tentation radicale, et en quelques années, la situation a bien évolué. Et là, il voudrait nous parler de sa dernière étude sur la jeunesse. Il a interrogé 9000 lycéens et jeunes adultes. Et vous verrez à quel point la société évolue énormément et préparez vos mouchoirs. Mais tout n'est pas perdu, évidemment. On est là pour trouver des solutions à cette évolution. Voilà. Merci Bénédicte. Alors, si Nissa n'a pas réussi à se connecter, oui, excuse-moi, j'ai un... Donc, alors, moi je voulais proposer un sujet sur les métaverses parce que je me suis rendu compte. On t'entend mal. On t'entend mal. Vas-y. Très bien.
je voulais je voulais étudier donc les métaverses avec une professionnelle du numérique prochainement. Donc, j'aurais aimé justement évoquer les métaverses, souligner l'importance des écrans, bien évidemment, mais surtout pourquoi ils suscitent la méfiance, pourquoi ils suscitent aussi la fascination et quel impact cet univers a sur le développement de nos sociétés. Merci, c'est un sujet d'actualité. Alors, je rappelle quand même que les métavers sont un monde virtuel partagé qui impactera la société, mais que l'école pourrait aussi utiliser pour refaire un contact plus moderne avec les élèves et rendre peut-être plus participative la vie citoyenne. La République peut s'y intéresser aussi. On te remercie. Cette conférence aura lieu donc en visio le 26 octobre 2022 à 19h. Nous allons donner la parole à Christian Bigot. Alors, pour ne pas écorcher son titre, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, qui, jeune retraité, va nous parler de ce qu'il pense de l'inflation législative. Merci, Christian. Merci. Oui, alors j'ai l'intention effectivement de vous parler d'un sujet qui, pour moi et pour beaucoup de juristes, est un sujet qui est très important, qui est l'inflation législative ou l'inflation normative. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord l'inflation normative? C'est un accroissement quantitatif des normes. Vous regardez par exemple le nombre d'articles dans une loi, on va parfois à 200 et quelques articles. Ensuite, c'est un accroissement qualitatif. Ça veut dire qu'il y a une rotation des textes considérable. Parfois, une loi vient d'être votée ou un décret vient d'être pris, il est corrigé dans le mois qui suit. Donc, il y a une instabilité dans la réglementation, dans la pararéglementation, la multiplicité des circulaires et à l'éducation nationale, ce qu'on appelle les votes d'école. Tout ça, c'est un empilement de normes dont les destinataires, parfois, ne comprennent pas souvent le sens de ces actes juridiques. Alors, effectivement, vous pouvez me dire, c'est pas nouveau et vous avez parfaitement raison. C'est même une caractéristique de la France. Tacite en a parlé, Montaigne en a parlé, et Montesquieu l'a même systématisé. C'est un thème en plus récurrent de la vie politique. Tous les premiers ministres ont fait une circulaire ou ont pris position contre l'inflation législative. Madame Borne l'a fait il y a une dizaine de jours. Pourquoi est-ce important? Tout d'abord, l'inflation législative est un facteur de compétitivité. Lorsque les États multiplient les actes juridiques, ça a un coût, ce qu'on appelle le coût de la rente de complexité, c'est-à-dire qu'il faut payer les avocats, il faut payer les juristes pour comprendre les textes, pour éventuellement défendre les parties, et donc c'est quelque chose qui, d'ailleurs au plan de l'Union européenne, est chiffré. Donc, tous les hommes politiques prennent position en disant qu'il y a trop de normes. Enfin, dernier élément, c'est un système qui délégitimise les autorités publiques. Effectivement, quand on multiplie les textes, on les dit plus, et donc la loi est perçue par certains comme une oppression et par d'autres comme un moment provisoire dans la vie des citoyens. Ce fait bouscule le fondement même du contrat social et se traduit par une insécurité, on n'en parle jamais, mais ça s'appelle l'insécurité juridique. Vous ne savez pas, finalement, le texte que l'on va vous obliger à appliquer. Alors, je vais vous parler sommairement des raisons de l'inflation législative et normative et les conséquences. Les raisons, il y en a deux. Première raison, les raisons qui tiennent à l'évolution du rôle de l'État. Effectivement, dès qu'il y a un nouveau domaine de droit, il y a une réglementation. Pensez au nucléaire, pensez à la santé publique, pensez à l'audiovisuel, pensez à la protection de l'environnement, pensez à la question des libertés publiques avec les nouvelles technologies. Donc, tout ça multiplie les règles de droit, ce qui entraîne un accroissement exponentiel des possibilités de combinaison de textes.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, vous allez choisir le texte dont il vous semble qu'il est le plus près de la situation dont vous pensez qu'elle est la vôtre. Et ça se traduit effectivement, in fine, par une déshumanisation des contacts humains. Pourquoi? Ben parce que la numérisation des textes fait que les administrations pondent, j'allais dire, à longueur de temps. Je ne suis pas l'éducation nationale, c'est vraiment le meilleur exemple. On est en train de pisser des textes en continu. Ce qui veut dire que les chefs d'établissement, ils lisent l'AEF, c'est-à-dire l'agence qui résume ces textes, mais ils ne lisent plus les textes. Toujours raison tenant à l'évolution du rôle de l'État, l'accélération dans l'élaboration de réglementations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la pression d'événements. Il y a un accident de n'importe quelle nature, qu'est-ce que fait le ministre? Synthèse. On ne connaît même pas le pourquoi de l'accident, mais il faut tranquilliser l'opinion publique et on part du principe en France où quand on a pris un texte, le problème est réglé. D'où l'empilement des textes d'ailleurs. Donc, c'est ce que j'appelle la législation de panique, qui sont des textes d'ailleurs fort mal faits, difficilement compréhensibles et parfois pas applicables. Donc, on constate que les pouvoirs utilisent la fonction normative pour donner le sentiment que les problèmes sont réglés ou les revendications sont satisfaites. Deuxième type de raison, les raisons tenant à la multiplication des auteurs des normes. Là aussi, c'est phénoménal. Quand j'étais élève, il y avait très peu d'auteurs de normes. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, tout d'abord, il y a les titulaires de droit commun du pouvoir législatif, le Parlement. Mais vous constatez l'allongement des textes et la multiplication des amendements. Ensuite, il y a de multiples autres titulaires du pouvoir normatif. Alors, tout d'abord, de droit commun, il y a le Premier ministre, il y a les maires. Ensuite, il y a des titulaires exceptionnels sur habilitation, président de la République, les autorités administratives indépendantes, les institutions européennes, les partenaires de négociations salariales, etc., etc. Donc, ça veut dire que tous ces acteurs-là multiplient les textes. Alors, quelles sont les conséquences de ce phénomène d'inflation législative? Première conséquence, il y a ce que j'appelle une parcellisation du droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le droit se spécialise, et il se spécialise à outrance, et il y a même un cloisonnement selon les différentes branches de droit. Ce qui veut dire qu'aussi, cela aboutit à l'incommunicabilité, tout ça essentiellement à cause du langage ésotérique. C'est-à-dire qu'il faut parfois être un spécialiste de la matière de fond pour comprendre ce que le texte indique. Alors, pourquoi il y a ce phénomène-là? Ça touche tout d'abord le contenu des normes. On constate que les textes recourent à une texticisation excessive. Ensuite, ça conduit à des complications excessives, c'est-à-dire que les normes sont trop spécifiques. Quand une norme est trop spécifique, on est obligé de faire des textes pour faire d'autres normes particulières. Et cela alimente l'inflation normative. Ensuite, il y a les problèmes liés à la portée normative des textes. Alors, tout d'abord, il y a des textes qui n'ont aucune portée effective, c'est-à-dire qui se contentent d'énoncer de principe. Exemple, tous les citoyens français ont droit à l'air pur. Loi sur l'environnement. Ensuite, toujours dans les lois, la question des annexes aux lois. L'éducation nationale, par exemple, fait très souvent des annexes aux lois dont on ne connaît pas toujours la valeur juridique, et d'ailleurs personne. Ça s'annonce comme un catalogue de bonnes intentions, mais ça en reste là. Ensuite, autre technique, une loi qui renvoie à une loi ultérieure. Quelque chose qui est incompréhensible pour les citoyens. Le citoyen, quand il attend de lire la loi, c'est qu'il espère la comprendre et qu'elle se suffit à elle-même, qu'éventuellement il y a des textes d'application, mais qu'on ne renvoie pas l'application du texte qu'on a voté à un autre qui va intervenir. Tout ça souligne les défauts du processus d'élaboration des textes. Qu'est-ce que je constate? Une absence de respect de l'hiérarchie des normes. Dans les textes, je vois du législatif, du réglementaire, du niveau du circulaire et du niveau du document. Tout ça en un texte. Ensuite, je constate une pluralité de lois ayant le même objet.
Exemple, la sécurité. Chaque ministre nous pond 3 à 5 textes sur la sécurité, ce qui devient incompréhensible pour ceux qui sont censés l'appliquer, pour les juges quand ils doivent essayer de les mettre en œuvre, puisque très souvent, ils sont obligés de relâcher pour des raisons de non-respect des procédures. Bref, la loi révèle là son efficacité, et c'est une efficacité qui se voit au 20h à la télévision. Et c'est ce que je vous dis, ça délégitimise le pouvoir politique. Ensuite, il y a l'absence de respect des délimitations de compétences. Le texte change, j'allais dire, la répartition de compétences. Exemple, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, c'est devenu un domaine contractuel qui relève de la compétence des régions. Alors que quand je lis la loi, les universités sont en principe de la compétence de l'État. Enfin, dernier avatar que j'appelle les lois provisoires, c'est-à-dire qu'il y a des lois issues de l'expérimentation et dont on donne une date limite d'application. Ce qui conduit à la deuxième conséquence, ce que j'appelle le déclin du droit. Premièrement, l'inapplicabilité et la non-effectivité de la règle de droit. C'est de plus en plus fréquent. Une bonne partie du code pénal est devenue un tract électoral. Quand j'écoute un journaliste qui dit X est condamné, il va avoir jusqu'à telle peine, mais parfois il n'a même pas le 10e de la peine. Ce qui veut dire que quand on lit le code pénal et quand on voit comment il est appliqué, on est très loin de compte. C'est un peu comme la constitution soviétique sur le livre Brejnev, qui était la constitution la plus démocratique quand on était communiste et qu'on voulait servir le régime. Alors ensuite, dans le déclin du droit, le manque de clarté du texte. Vous savez qu'il y a un adage en droit qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Alors d'abord, il y en a un très grand nombre. Hein. Et admettons même qu'on en prenne une seule, parfois celle-ci n'est pas du tout compréhensible par un citoyen, même qui a fait des études juridiques. Je ne parle pas des autres, ça fait longtemps qu'ils sont largués. C'est ce qui contribue aussi à l'éloignement des citoyens vis-à-vis de la vie politique et de la vie administrative. Ensuite, il y a les imperfections qui résultent des consultations. Ça, c'est les textes européens. L'exemple type, c'était le traité constitutionnel européen soumis au référendum par Jacques Chirac. Il m'avait été donné la mission d'en résumer et d'en faire des tableaux synoptiques. À la fin de cet exercice-là, j'ai dit au président de la République, aucun citoyen ne pourra comprendre le texte que vous lui soumettez. C'est d'une complexité telle, et il y avait des phrases qui résultaient de comprendre telles qu'il était évident qu'on pouvait dire n'importe quoi, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles le texte a été rejeté. Car je dis, un texte pas clair, c'est un texte qui ouvre la contestation, c'est un texte qui ouvre à la juridicisation de la vie politique ou de la vie administrative. Enfin, autre élément, l'inflation des dispositions et leur correction. Il n'est pas rare, là encore, que très peu de temps après l'intervention d'un texte législatif et réglementaire, on voit des rectifications au journal officiel de la République française. Ce qui conduit au deuxième et dernier point en ce qui concerne le déclin du droit, au blocage de la règle. Tout d'abord, premier blocage, la multiplication des tolérances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les infractions qui ne sont pas sanctionnées. Alors, on ne les sanctionne pas, soit par manque de moyens, soit par impossibilité matérielle de faire respecter un texte. Je ne citerai pas l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mais enfin, si vous y pensez, on a à peu près la même pensée. Et ce n'est pas le seul exemple. Enfin, dernier élément qui souligne le blocage, la préférence au recours à la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tellement de contentieux, tellement de lois qui ne sont pas comprises et qui sont donc contestées, que des voies dérivatives de solution des problèmes naissent progressivement, notamment dans le droit des affaires, notamment dans le droit pénal, où la transaction remplace l'application de la règle de droit sanctionnée juridictionnellement. On a parlé d'affaires tapis pour l'arbitrage, c'est un des exemples, mais le droit des affaires multiplie ces procédures-là, et je dirais, le droit des contrats concernant les usagers a recours aussi à la transaction,
Regardez, par exemple, les contrats d'Orange. Avant de saisir le tribunal, il y a une petite clause qui vous dit que vous devez avant recourir à l'arbitrage, à la transaction. Donc, cet ensemble de phénomènes mine la République en raison du fait que la loi est le véhicule par excellence qui donne aux citoyens à juger ce que fait son pouvoir législatif et ce que fait son pouvoir exécutif. Dès l'instant quand l'ensemble de ces dysfonctionnements lui apparaît, d'abord, il ne suit plus le problème. Peu de gens suivent les discussions à l'Assemblée nationale et encore moins de gens lisent les textes qui sont issus des délibérations ou les textes qui sont pris par le pouvoir réglementaire. Donc, il y a là un vrai problème qui, certes, concerne l'éducation nationale à la base, mais moi, j'ai choisi de ne pas le traiter, qui serait d'informer les citoyens comment un texte se comprend, c'est-à-dire revenir déjà aux règles de français traditionnelles, de façon que ce qui est la base de la République soit le contrat des citoyens et donc soit compris par eux. Merci Christian de cette entrée en matière fort intéressante. Nous n'avons pas encore fixé ton intervention, mais je ne doute pas qu'elle intéresse tout le monde. Et je trouvais que c'était une belle introduction au sujet qui nous intéresse, que va animer Guylain toute l'année sur ces grands enjeux, donc l'école, la modernité avec les métavers, l'État, la loi qui est censée être la norme supérieure. Et nous essaierons de traiter aussi avec Jean-Michel le désengagement des citoyens sur les élections qui sont aussi un des piliers de la démocratie. Nous avons donc prévu un dîner au Sénat et un événement à l'Assemblée nationale. Je redonne la parole à Lina. Peut-être que Viviane avait quelque chose à dire sur l'Europe, non? Non, mais nous acceptons les suggestions hein, et nous allons laisser Guylain conclure sur le sujet qui va nous animer en 2022-2023. Merci Guylain. Oui, donc il y a déjà un certain nombre de conférences qui sont prévues, et évidemment. Donc, il y a aussi un rythme à respecter. Ne pas non plus les multiplier. Donc, effectivement, il y a un choix dans la thématique et donc aussi dans le nombre d'événements pouvant tenir. Ouais. Évidemment, cette année, dans le cadre de ce thème. Alors, il y a deux débats, en tout cas deux conférences. On verra un petit peu sous quelle forme sera le 13 décembre pour la laïcité face à la fragmentation sociale identitaire. On est vraiment en plein dans le sujet. Finalement, la question qui est posée, c'est de savoir quelle forme de société on entend choisir, effectivement, qui parfois, dont le modèle nous échappe, à savoir un modèle qui est celui du multiculturalisme anglo-saxon, ou un modèle fondé sur la loi commune, qui prévaut sur les différences. Ce n'est pas tout à fait la même société. Et donc, effectivement, nous sommes plutôt dans cette logique, du principe d'égalité, qui définit aussi pour une large part ce qu'on considère comme étant la liberté dans notre pays. Et donc, effectivement, comment cela se traduit donc au regard de l'évolution de notre société et donc de cette réalité qui veut que de plus en plus on a une montée des affirmations identitaires et de revendications aussi parfois imposer des règles qui n'ont rien à voir avec des règles communes, mais à des règles qui correspondent à des groupes communautaires, en tout cas qui s'autodésignent, qui soient culturels ou religieux, et qui posent un certain nombre de problèmes, c'était évoqué, donc aussi à travers des pratiques qui traditionnelles qui sont totalement contraires à la loi. C'était l'exclusion, on va parler des mariages forcés, qui sont identifiés par la mission à l'égalité de la région de France, qui indique c'est effectivement une augmentation de ce phénomène, donc qui ne peut que nous interroger en regard de l'égalité aussi, donc qui relève de cette égalité entre femmes et hommes, qui est aussi donc un enjeu tout à fait majeur et une entrée très importante au regard de la question républicaine. Et puis donc le thème de l'école entre transmettre et convaincre, un défi pour la République.
Et oui, parce que l'école a tendance à transmettre, mais comment convaincre? C'est un peu la question que je pose lorsque je découvre à l'université ou en direction des futurs travailleurs sociaux, des cadres intermédiaires du secteur, des cadres du secteur social et médico-social. C'est le fait de transmettre du savoir est une chose, mais convaincre de ce que les valeurs et les principes républicains, donc l'intérêt de leur sens, et donc comment ils fondent notre société et de quelle société il s'agit, ce qui rejoint un peu le premier thème, mais avec une entrée bien sûr différente. Et donc, effectivement, la République, c'est une affaire aussi de conviction. Hein, c'est une affaire de valeur, et on va être pas convaincu. Et c'est pas simplement une affaire de transmission de connaissances. Si on est sur la transmission de connaissances, on se trompe de combat. Et donc, à un moment donné, oui, il faut que la chose soit habitée. Et lorsqu'on enseigne l'histoire, par exemple, il s'agit aussi d'enseigner donc quelque chose qui est de l'ordre de la vibration de cette histoire, comme voilà, la fête de la Fédération, hein, le 14 juillet 1790, finalement, constitue la fête nationale, plus que le 14 juillet 1789, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est-à-dire qu'il y a réuni l'ensemble des représentants de la France venus de l'ensemble de ces provinces, de ces nouveaux départements, de ces 83 départements qui avaient remplacé l'organisation politique de l'Ancien Régime et qui faisaient qu'on était face à une France, qui était celle donc des hommes égaux à l'époque. Heureusement, depuis la conquête de l'égalité a fait que donc l'égalité entre les sexes est devenue, bien sûr, par la voie politique, mais aussi par d'autres voies, donc évidemment une des dimensions de cette république. Donc effectivement, là, on est plus sur une conférence qui essaie de penser comment effectivement redonner du sens à des jeunes. Et pour prendre un exemple qui permet de comprendre de quoi je veux parler, une émission sur France 2 avait été diffusée qui s'appelait Les Français et les autres, et où on était allé dans un collège interroger donc c'est des jeunes gens dans un collège de banlieue pour savoir tout d'abord, donc on leur avait posé la première question, savoir s'ils étaient français. La plupart des mains se levaient dans la classe et quand on leur a demandé s'ils se sentaient français, plus une main ne se levait. Et ce qui montre très bien la problématique qui est celle de pas simplement qui est celle de savoir si on se sent ou pas appartenir à une société qui sont donc effectivement ceux sur lesquels repose finalement notre liberté telle qu'on l'a considérée de la République. Donc voilà, un petit peu ça permet d'étayer un petit peu plus ce thème, et donc à travers ce qui vient d'être aussi présenté, et donc on a effectivement une entrée assez plurielle, je puis dire, qui a la volonté d'éclairer donc cette problématique donc de façon la plus riche possible et la plus ouverte, puisque évidemment donc ces conférences ont pour but d'interagir avec ceux qui y participent pour co-construire aussi un certain nombre de réponses, même si derrière il peut y avoir une certaine expertise, bien évidemment. Alors juste pour reprendre, prolonger ce qui vient d'être dit, le Conseil constitutionnel a même déclaré que l'intelligibilité de la loi était un enjeu fondamental de la République qui n'est pas tout à fait respecté. Donc, effectivement, on voit bien l'intérêt de creuser ces questions tout à fait essentielles. Donc, je vous remercie. Et donc, je repasse la parole à notre présidente, sans doute pour conclure. Merci. Je voudrais poser une question après l'enregistrement. Merci pour cette présentation. Merci donc à Jean-Michel, Lisa, Christian et Guylain et Bénédicte pour leur animation, leur réflexion et leur participation simultanée. Vous pourrez suivre notre programme toute l'année sur le site internet liberté-et-prospective.org. Vous avez les enregistrements YouTube qui sont mis et je remercie José Giannesini, notre vice-président qui vient de se connecter et nous allons essayer d'animer cette thématique choisie par Guylain et je vous remercie tous pour cette participation. Enregistrement, merci. Hop, enregistrement.
Allô, allô? Allô, allô? Oui, oui. Ah Attends, oui, c'est bon. j'essaye de couper l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.